La famille de mon mari a simulé sa mort pour tester ma loyauté. Maintenant, ils veulent que je leur pardonne. J'ai 32 ans, et je suis marié à mon mari, il a 29 ans depuis 3 ans. Nous nous sommes rencontrés par le biais d'amis communs. Le courant est passé tout de suite. Et pendant les 2 premières années, tout semblait facile. Nous avions des éducations différentes. La mienne était assez moyenne, rien de tape à accent grave l'œil, mais nous partagions les mêmes valeurs, rions des mêmes films stupides, aimions les mêmes week-ends tranquilles. Je travaille dans l'éducation, pas le genre de métier qui rapporte gros. Mais j'adore ça. Il disait toujours qu'il admirait cela. Sa famille, par contre, c'était une autre histoire. Dès le début, ils ne m'ont jamais vraiment accepté. Ses parents sont riches, raffinés, le genre de personnes qui mesurent la valeur au nom de famille et au lieu de villégiature. Ils souriaient en public, mais en privé, il était clair que je n'étais pas ce qu'ils avaient imaginé pour leur fils. Sa mère était la pire. Elle faisait ses blagues sèches sur les filles des écoles publiques et les mariages de col bleu, toujours avec ce demi-sourire, comme si elle savait que je ne pouvais pas la contredire sans créer un malaise pour lui. Je ne venais pas d'un milieu aisé, mais je venais avec de bonnes intentions. Cela ne comptait pas pour eux. Ils m'invitaient rarement aux événements familiaux à moins qu'ils n'insistent. Même alors, l'ambiance était toujours froide, comme si j'étais entré dans un country club sans être membre. Pourtant, je ne voulais pas être la raison pour laquelle il couperait les ponts avec sa famille. Alors, je souriais, je baissais la tête et j'essayais de gagner leur respect tranquillement. Environ un mois avant que tout ne s'effondre, les choses ont commencé à changer entre nous. Au début, c'était minime. Il était plus souvent sur son téléphone, mais le gardait face contre table. Il décrochait au milieu des conversations, puis mettait ça sur le compte du stress au travail. Je n'ai pas insisté. J'aurais dû, mais je me suis dit que tout le monde traverse des phases et qu'il s'ouvrirait quand il serait prêt. Puis il a dit qu'il devait rendre visite à ses parents seuls pendant quelques jours. Cette partie m'a prise au dépourvu. Il n'avait jamais fait ça en 3 ans de mariage. D'habitude, il ne supportait pas d'être chez eux longtemps sans moi, car ils se disputaient constamment derrière des portes closes, mais il a insisté pour dire que cette fois serait rapide et qu'il avait juste besoin de changer d'air. Il a fait un bagage léger et est parti un jeudi matin. Il m'a fait un câlin à la porte. Pas un rapide, mais pas un serré non plus. Plutôt le genre qu'on donne à quelqu'un qu'on pense ne pas voir pendant un moment, mais qu'on ne veut pas encore admettre. Après ça, il a disparu. J'ai envoyé un texto le premier soir, juste un rapide, j'espère que tu es bien arrivé. Pas de réponse. Appel direct sur la messagerie vocale. Je me suis dit qu'il était peut-être fatigué et qu'il avait oublié son chargeur. Mais le jour suivant est passé, et le suivant. Son téléphone ne s'est jamais rallumé. J'ai envoyé des messages à son frère, sa mère, même son cousin. Personne n'a donné de réponse claire. Ils ont tous dit une version de il a besoin d'espace, comme s'il lisait un script. Au 3e jour, j'appelais toutes les heures. Rien. J'ai essayé son travail aussi. Ils ont dit qu'il avait pris un congé personnel. Personne n'avait eu de nouvelles de lui. C'est là que j'ai conduit jusqu'à la maison de ses parents. Sa mère m'a accueilli à la porte et m'a dit que j'étais dramatique. Elle a dit qu'il allait bien, qu'il avait juste besoin d'une pause de tout, et que je devrais respecter ça. J'ai déposé un avis de disparition sur le chemin du retour. L'officier qui l'a pris semblait inquiet mais a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire puisqu'il était parti volontairement. Néanmoins, ils l'ont noté. Ils ont dit qu'ils me contacteraient si quelque chose apparaissait. 4 jours plus tard, son père a appelé. J'ai décroché tout de suite. Sa voix tremblait. Il a dit que mon mari était mort. Accident de voiture. Il a dit que c'était arrivé tard dans la nuit près de chez eux et qu'il était parti. Juste comme ça. Je me suis figé. Je ne pouvais même pas assimiler l'information, mais quelque chose ne collait pas. Quand j'ai demandé où c'était arrivé et où il avait été emmené, son père a juste sangloté et a dit qu'il n'avait pas encore les détails. Il a dit qu'ils étaient trop bouleversés pour réfléchir clairement. Mais quand j'ai appelé l'hôpital qu'il avait nommé, ils ont dit que personne de ce nom n'avait été admis. Aucun accident ne correspondait à cette heure ou ce lieu. Rien. J'ai essayé le bureau du comté pour demander un certificat de décès. Ils ont dit qu'aucun n'avait été déposé. Aucune nécrologie n'est apparue en ligne non plus. J'ai appelé sa mère. Pas de réponse. J'ai envoyé des textos.
Rien. Son frère m'a bloqué. J'ai même vérifié auprès d'amis communs pour voir s'ils avaient entendu quelque chose. Non. 2 jours après l'accident, j'ai appris par un de ses collègues que la famille avait tenu un service commémoratif privé. Je n'étais pas invité. On ne m'a même pas dit où ni quand cela s'était passé. Quand j'ai appelé à nouveau pour essayer de demander, cette fois en utilisant un numéro différent, son père a décroché, a dit que c'était seulement pour la famille proche, et a raccroché. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. J'ai commencé à tout noter, chaque message, chaque appel, chaque interaction bizarre. Je ne savais pas encore ce que je cherchais, mais j'avais besoin d'une piste. Avec le peu d'argent que j'avais économisé, j'ai engagé un détective privé. Je lui ai tout donné. Nom, adresse, chronologie, même sa dernière localisation connue. Il a dit qu'il avait vu quelques situations comme celle-ci auparavant. Pas courant, mais pas impossible non plus. 2 semaines plus tard, il m'a envoyé une photo par email. C'était lui vivant, entrant dans un restaurant près de la plage, lunettes de soleil, cheveux attachés en arrière, pas seul. Son frère était avec lui, et sa mère. Ils avaient l'air détendus, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'y avait jamais eu d'accident de voiture, pas de nécrologie, pas d'appel téléphonique larmoyant annonçant un accident fatal. Il était vivant, et il le savait. Ils le savaient tous. La photo était toujours ouverte sur mon ordinateur portable quand ma sœur est arrivée. Elle n'a pas frappé, elle est juste entrée, m'a vu par terre dans le couloir, et s'est assise à côté de moi sans rien dire. Je n'avais pas bougé depuis presque 1 heure, je ne pouvais pas. J'avais laissé tomber le téléphone quand j'avais reçu l'email. Mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler, et ma poitrine donnait l'impression de s'effondrer. Elle m'a aidé à me relever, à verser de l'eau, et rester la nuit pas de questions, elle s'est juste assurée que je respirais. Le lendemain matin, je ne suis pas allé voir sa famille. Je n'ai envoyé la photo à personne. Je ne l'ai pas postée, ni imprimée, ni transférée. Je l'ai sauvegardée à 2 endroits et j'ai appelé le détective à la place. Il a dit qu'il resterait sur lui 1 semaine de plus et continuerait à tout enregistrer. Pas de surprise, pas de précipitation. Il a juste demandé la permission de continuer à creuser. Je lui ai dit oui. Au cours des jours suivants, il a envoyé des photos horodatées, géolocalisées, tout documenté. Mon mari était vivant, en bonne santé, et passait son temps dans une propriété au bord de l'eau à quelques heures de là où nous vivions. Ses parents possédaient l'endroit. Il ne se cachait pas dans un autre pays. Il n'était pas en thérapie. Il ne se remettait pas d'un traumatisme. Il était bronzé. Il souriait. Il portait des tenues que je n'avais jamais vues auparavant et marchait pieds nus sur les terrasses avec son frère et sa mère juste derrière. Il buvait des cocktails, faisait du shopping dans les villes voisines, sortait même un yacht 2 fois. Le détective avait des photos sous tous les angles. C'était impossible à nier. J'ai regardé notre compte bancaire commun pour voir s'il avait touché à quelque chose. Pas un seul dollar ne manquait. Mais quand j'ai parlé à l'avocat qui nous avait aidé à ouvrir ce compte après le mariage, il a sorti un dossier montrant qu'il avait fait retirer son nom discrètement du compte quelques jours seulement avant son départ. Il ne prenait pas d'argent. Il laissait sa connexion à l'argent derrière lui. Il avait été transféré dans un trust familial privé, quelque chose que sa mère gérait par l'intermédiaire de son propre conseiller. L'avocat m'a regardé comme si je mentais quand je lui ai dit qu'il était censé être mort. 1 semaine plus tard, je suis allé au bureau de sa mère. Ce n'était pas une réunion planifiée. Je suis entré avec une copie de la photo, j'ai demandé à l'accueil de la faire descendre. Ils ne l'ont pas fait. 2 gardes de sécurité sont apparus à la place et m'ont demandé de partir. J'ai essayé de parler calmement. L'un d'eux m'a saisi le bras. L'autre a ouvert les portes principales et m'a fait signe de sortir. Je ne me suis pas débattu, je n'ai pas crié, j'ai juste laissé la photo au bureau de réception avant d'être raccompagné dehors avec l'ordre de ne pas revenir. Cette nuit-là, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était juste une phrase, « Maintenant nous connaissons tes vraies couleurs ». Cela venait de sa mère. Je n'ai pas répondu, j'ai juste fixé l'écran, me demandant ce que « vraies couleurs » signifiait. Je n'avais pas crié. Je n'avais rien posté. Je n'étais pas allé voir la presse ou la police. Je n'essayais même pas de blesser qui que ce soit. Je voulais juste la vérité, et il jouait encore à des jeux. J'ai essayé d'appeler 2 de ses plus vieux amis de l'université.
Ils étaient tous les deux polis mais distants. L'une a dit qu'elle avait entendu dire que mon mari était parti à l'étranger pour un traitement de santé mentale. L'autre a dit qu'on lui avait dit de ne pas me contacter parce que je ne gérais pas bien la situation. J'ai demandé s'il croyait qu'il était mort. Aucun n'a donné de réponse claire. Ils ont juste raccroché, puis bloqué mon numéro. Cela faisait 3 personnes qui m'avaient maintenant coupé sans explication. L'avocat à qui j'ai parlé après ça a écouté attentivement et a tout noté. Quand j'ai expliqué comment il avait disparu, comment sa famille l'avait déclaré mort, comment il n'y avait pas de nécrologie ou de certificat de décès, son stylo s'est arrêté de bouger. Il a dit que cela ressemblait à une combinaison de maltraitance émotionnelle et de fraude. J'ai demandé si c'était de l'abandon. Il a dit que c'était pire que ça. Il a demandé si j'avais toujours les photos. Je les lui ai envoyées par email. Je ne suis pas retourné au travail. J'ai utilisé tous mes jours de congé et pris le reste sans solde. Ma patronne a dit qu'elle comprenait, mais je pouvais voir qu'elle ne savait pas quoi en penser. Elle n'a pas demandé de détails, m'a juste dit de régler les choses et de revenir quand je serais prête. La seule personne à qui je me suis ouverte complètement était ma thérapeute. Je la voyais par intermittence depuis 1 an déjà, juste pour des contrôles de routine. Cette fois, c'était différent. Elle a écouté, hoché la tête, puis m'a dit que je vivais une perte ambiguë. C'est ce qui arrive quand quelqu'un est parti mais pas mort, ou mort mais pas parti. Elle a dit que c'était l'un des types de deuil les plus difficiles à traiter parce qu'on n'obtient pas de conclusion. On obtient des questions qui ne reçoivent jamais de réponse. Puis enfin, un appel est arrivé. C'était lui. Son nom s'est allumé sur mon téléphone comme si rien ne s'était passé. Il avait l'air normal. Calme. Pas d'excuses, pas de panique. Il a juste repris là où il s'était arrêté comme si nous nous étions parlé hier. Il a dit qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Que les dernières semaines étaient un test. Qu'il devait savoir si je resterais loyal même si je le croyais mort. Il a appelé ça une expérience. Il a dit qu'il n'avait aucun regret. Je n'ai pas crié, je n'ai pas demandé pourquoi, je n'ai rien dit. J'ai juste mis fin à l'appel et marché jusqu'à l'évier. Puis j'ai vomi. Je n'ai pas dormi pendant 3 nuits après cet appel. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais sa voix à nouveau plate, stable, comme s'il lisait un script. Il parlait comme si tout était logique, comme s'il n'y avait rien de mal dans ce qu'il avait fait. Comme s'il s'attendait à un merci. Il a essayé de rappeler le lendemain, et le surlendemain. Je n'ai jamais répondu. J'ai envoyé un seul texto, juste une phrase, ne me contacte plus jamais. Puis j'ai bloqué son numéro. C'était la dernière fois que je lui donnais accès à moi. Quelques jours plus tard, son frère a envoyé un email. Le message était long, émotionnel et plein de contradictions. Il appelait ça un test de loyauté familiale. Il disait qu'ils s'étaient tous inquiétés que je ne sois pas vraiment investi dans le mariage, que je pourrais partir si les choses devenaient difficiles, qu'ils devaient savoir comment je réagirais en cas de crise. Il a dit qu'ils en faisaient tous partie. Lui, ses parents, même leur avocat de famille. Il voyait ça comme une expérience sociale contrôler leurs mots. Il a expliqué plus que je ne l'espérais. L'accident de voiture était faux dès le début. Ils avaient créé de faux papiers et payé une infirmière à la retraite pour se faire passer pour une soignante indépendante répondant à mon appel, prétendant relayer des mises à jour au nom d'une clinique privée. Ils avaient maquillé un faux rapport d'incident et m'avaient donné un numéro soi-disant lié à un officier intervenant, mais c'était juste un téléphone jetable avec un script préécrit. Chaque étape était planifiée, coordonnée, conçue pour simuler la perte sans réellement blesser personne. Il a dit que j'avais réussi, que je n'avais pas triché, que je ne m'étais pas enfui, que j'avais attendu, déposé des rapports, était resté loyal. Il a dit que je devrais me sentir fier. Je n'ai pas répondu. J'ai appelé le même détective et lui ai demandé de découvrir si autre chose avait été mis en scène, des documents légaux, des déclarations déposées ou des emails falsifiés en mon nom. Il a dit qu'il s'y mettrait. 2 jours plus tard, j'ai rencontré le frère en personne. Il a choisi un café calme près d'un campus universitaire. Grande fenêtre, milieu d'après-midi, public mais pas bondé. Il portait des lunettes de soleil et un sweat à capuche. Assis dos à la porte. Il avait l'air nerveux. J'avais apporté un dossier avec moi mais je ne l'ai pas ouvert. Il s'est excusé à nouveau en personne. Il a dit que leur mère ne m'avait jamais fait confiance et que toute la famille croyait que je n'étais là que pour l'argent ou le statut.
Il a dit que le plan était en préparation depuis plus d'1 an. J'ai demandé s'il savait ce qu'il m'avait dit. Que son frère était mort. Que j'avais fait mon deuil. Que je n'avais pas pu manger, dormir ou respirer pendant des jours. Il a dit que j'étais censé craquer et d'ici là. Il a dit qu'il voulait voir si j'allais sortir boire ou commencer à envoyer des messages à d'anciens petits amis ou m'effondrer au travail. Il voulait des preuves. C'était son mot preuve. J'ai claqué ma main sur la table et je me suis levé. Les gens se sont retournés. Je suis parti. L'avocat à qui j'avais parlé plus tôt a tout réexaminé. Il a dit que nous étions dans une zone grise juridiquement. La maltraitance émotionnelle était réelle, mais prouver l'intention et les dommages seraient délicats. Il n'y avait pas d'aveu écrit, pas d'enregistrement public de préjudice, et comme il n'avait pas volé d'argent ou de biens, ce n'était pas une fraude financière. Il a dit, nous pourrions avoir un dossier, mais seulement si nous documentons tout avec précision. Date, nom, impact direct sur la santé, les finances et la carrière. Je lui ai dit de commencer à rédiger les papiers du divorce discrètement. Je ne voulais pas que lui ou sa famille sachent ce que je faisais avant que ce soit déjà lancé. J'ai changé les serrures de la maison le jour même, appelé toutes les compagnies de services publics et retiré son nom des comptes, annulé les plateformes de streaming partagées, déconnecté chaque appareil, commandé une nouvelle carte de crédit et redirigé tout le courrier bancaire vers une adresse différente. Puis j'ai envoyé 3 lettres, une à lui, une à sa mère et une à son père. Des mises en demeure, pas de contact, pas de visite, aucune implication dans aucune partie de ma vie à l'avenir. Mon avocat a posté les originaux et envoyé des copies de sauvegarde par email. C'est là que le retour de bâton a commencé. Des amis communs ont commencé à envoyer des textos, quelques messages maladroits, quelques prises de contact polies. L'un a même demandé si j'allais bien mentalement, et a mentionné que la famille de mon mari avait dit que je traversais une dépression paranoïaque. Ils implantaient l'histoire que j'étais instable, que je réagissais trop fort, que j'inventais des choses. Je n'ai répondu à rien de tout ça, j'ai juste sauvegardé les messages et suis passé à autre chose. Une amie, une ancienne colocataire, est passée en personne. Elle a dit qu'elle ne savait plus quoi croire. Elle avait entendu une chose d'eux, une autre de moi. Je lui ai montré les photos, le rapport du détective privé, la chronologie. Elle est partie après 15 minutes et n'a pas dit grand-chose, mais elle a envoyé un texto plus tard pour dire qu'elle avait coupé les ponts avec eux. À mon rendez-vous de thérapie suivant, j'ai apporté l'email du frère et l'enregistrement de notre rencontre au café. Ma thérapeute a tout écouté. Elle m'a dit que ce à quoi j'avais affaire n'était pas juste de la manipulation. C'était quelque chose appelé narcissisme malin, où une personne ou un groupe justifie l'abus en le peignant comme une leçon. Elle a dit que la famille de mon mari était enfermée dans une mentalité de pensée de groupe, où ils nourrissaient les croyances les uns des autres jusqu'à ce que rien d'autre ne compte. Elle m'a dit de commencer à tout documenter par écrit, chaque souvenir, chaque moment, chaque document. Pas seulement pour la thérapie, mais à des fins juridiques. Le dernier message que j'ai jamais reçu de mon mari est arrivé cette même semaine. Un texto d'un numéro inconnu. Il disait, « Tu aurais trompé si j'étais parti plus longtemps. Tu n'es pas en colère parce que c'était mal. Tu es en colère parce qu'on t'a surprise à t'inquiéter. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à mon avocat et bloqué le numéro. C'était la dernière fois que j'entendais parler de lui. C'était un samedi après-midi quand il s'est présenté. Pas d'avertissement, pas de texto, rien. J'ai ouvert la porte, m'attendant à une livraison, et il était là, debout comme si c'était n'importe quel autre week-end. Lunettes de soleil, bouquet à la main, souriant comme si c'était normal. Il n'a même pas attendu une invitation, a juste levé les fleurs et a dit quelque chose de décontracté, comme si nous étions toujours mariés, comme si rien ne s'était passé. Je ne l'ai pas laissé entrer. Je me suis mise dans l'embrasure de la porte, la bloquant avec mon corps. Il n'a pas bougé, a juste dit la même chose que dans le texto, « Tu as réussi. » C'est tout ce qui compte. Comme si c'était un jeu. Comme s'il était fier de moi. Il a enlevé ses lunettes de soleil et incliné la tête, attendant. Je lui ai dit de partir. Il a ri. A dit que j'étais toujours dramatique. A dit qu'il savait que je n'appellerais jamais vraiment la police. C'est là que j'ai tendu la main vers mon téléphone. Il a levé les yeux au ciel mais n'a pas insisté davantage. Puis il a dit qu'il était prêt à rentrer à la maison. Pas demandé à revenir. Prêt à. Comme si toute l'affaire était une pause temporaire, un défi que j'avais complété.
Il a sorti son ancienne clé d'appartement et l'a essayée. Le verrou n'a pas bougé. J'avais changé les serrures 2 semaines plus tôt. Il a eu l'air confus au début, puis agacé. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, je lui ai demandé clairement s'il admettait que sa famille avait tout planifié. Chaque étape, les appels téléphoniques, l'histoire de l'accident de voiture, le faux hôpital. Il a hoché la tête. N'a même pas hésité. A dit oui, tout. Ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que la caméra de sécurité au-dessus de ma porte avait un microphone intégré. L'échange entier, sa voix, son ton, l'aveu a été enregistré. Mon avocat a téléchargé les images le lendemain matin, horodatées et étiquetées. Il a dit que c'était la première pièce de levier réelle que nous avions. Il est parti après ça, n'a rien claqué, n'a pas crié, est juste parti comme s'il était venu faire des courses et avait oublié quelque chose. Mais quelques heures plus tard, quelqu'un d'autre a frappé. Sa mère et son frère se tenaient dehors, tous deux habillés comme s'ils venaient de l'église. Sa mère a appelé à travers la porte, demandant à parler comme des gens civilisés. Je n'ai pas répondu. Ils sont restés là pendant presque 10 minutes avant de partir. Dès la première heure le lendemain matin, j'ai envoyé l'enregistrement audio à mon avocat. Il a commencé à rédiger une plainte légale formelle pour détresse émotionnelle. A dit que nous devrions construire un dossier avec le temps, mais l'aveu nous donnait un vrai point de départ. Sa famille a envoyé un email 2 jours plus tard. Ils voulaient une médiation, disaient qu'ils engageraient un tiers neutre et s'assieraient comme des adultes pour dissiper le malaise. J'ai refusé, dit à mon avocat de répondre directement. Je n'étais pas intéressé par leur théâtre, pas après tout ce qu'ils avaient fait. Cette même semaine, il a envoyé un email concernant les biens, a dit qu'il voulait quelques objets sentimentaux de l'appartement, une peinture de notre couloir, une cocotte en fonte que sa tante nous avait offerte, un ensemble de couteaux qu'il avait apporté de ses années universitaires. Je n'ai pas répondu. Mon avocat l'a fait. Lui a dit d'envoyer une liste par les voies légales, rien de plus. J'ai aussi remarqué quelques lettres manquantes dans la boîte aux lettres partagées dans le hall, des relevés bancaires, un formulaire fiscal, même une facture médicale. J'ai eu l'intuition que sa famille avait encore une clé de rechange. Je suis allé à la poste le lendemain matin et j'ai fait changer la serrure. J'ai récupéré tout le courrier en personne pendant les 2 semaines suivantes, juste au cas où. Puis son père a envoyé une lettre manuscrite, sans enveloppe, livrée par un coursier privé en costume noir. La note disait que le test était nécessaire pour maintenir les apparences dans leur cercle social. Que la confiance devait être prouvée, que je devrais me sentir honoré d'avoir réussi. Ma thérapeute et moi avons lu la lettre ensemble. Elle m'a aidé à la classer dans la chronologie. Nous construisions un document avec des dates, des captures d'écran, des transcriptions, des lettres, tout ce qui constituait une preuve. Elle a dit qu'il était important de garder les faits clairs, surtout quand le gaslighting, détournement cognitif, est impliqué. Quand les mensonges sont répétés, il est facile d'oublier la vérité. Un couple avec qui nous avions l'habitude de faire des doubles rendez-vous a cessé de répondre à mes messages. J'ai vu leurs photos apparaître dans un dîner de groupe organisé par le frère de mon mari. Je n'ai pas cherché à les recontacter, j'ai juste rayé leur nom d'une liste que je tenais. Pas une liste de vengeance, juste un registre de qui se tenait où. L'étape finale cette semaine-là est venue de mon avocat. Il a émis un avis officiel, plus aucun contact de mon mari ou de tout membre de sa famille à moins que cela ne passe par un conseiller juridique. Tout appel, texto, visite ou message détourné serait traité comme du harcèlement. L'avis a été posté et envoyé par email avec accusé de réception. C'était la première semaine en plus d'un mois où personne n'a frappé, personne n'a appelé, personne ne s'est présenté en prétendant arranger les choses. Le silence semblait étrange, pas paisible, juste différent, comme le début d'autre chose. Une enveloppe blanche est apparue dans ma boîte aux lettres en milieu de semaine épaisse, lourde, avec une bordure dorée et un lettrage en relief. Elle n'était pas adressée à la main. Elle avait été imprimée comme une invitation de mariage. À l'intérieur se trouvait une carte pliée intitulée Dîner de réconciliation. Ses parents recevaient. Une réponse formelle était demandée. Code vestimentaire de jour, tout présenté comme une célébration. La formulation était étrange. Elle ne mentionnait rien de ce que lui ou sa famille avait fait. Au lieu de cela, elle appelait sa réentrée dans la vie une phase de transition et me demandait de rester gracieuse à propos du traumatisme que l'on m'a fait endurer, comme si cela m'était juste arrivé, comme s'il n'était pas ce qui l'avait causé. Le dos de la carte avait une citation sur la résilience et l'amour,
surmonter les malentendus, pas le deuil, pas la trahison, les malentendus. Cette nuit-là, j'ai trouvé le message qu'il avait envoyé pendant tout l'acte de fausse mort, celui où il disait que j'aurais trompé s'il était resté parti plus longtemps. Je ne l'ai pas supprimé. Je l'ai gardé archivé. Le relire me rappelait à qui j'avais vraiment affaire. J'ai envoyé une copie de l'invitation à mon avocat. Il m'a dit de ne pas répondre. Pas de présence, pas de contact, juste de la documentation. Chaque carte, chaque lettre, chaque tentative de rapprochement, tout comptait comme preuve. Il a ajouté l'invitation à dîner au dossier. Le lendemain matin, une autre livraison est arrivée, une boîte, plus grande, plus lourde. À l'intérieur se trouvait notre album photo de mariage. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an. Avec lui se trouvait une lettre manuscrite de sa part, pliée soigneusement dans du papier à lettres bleues, et étiquetée un nouveau départ. Dans la lettre, il disait espérer que je regarderais au-delà de la méthode et me concentrerais sur l'amour derrière l'idée. Il appelait ça audacieux, peu orthodoxe, prétendait que c'était la seule façon de prouver ce qu'il appelait la permanence émotionnelle. Il ne s'excusait pas, répétait juste la même excuse: si ça avait été faux mais que j'avais échoué, j'aurais prouvé que j'étais infidèle. Il appelait ça un risque nécessaire. J'ai pris la lettre et l'invitation et je les ai brûlées dans le foyer de mon jardin. J'ai gardé l'album photo, ne l'ai pas rouvert, l'ai juste scellé dans une boîte et placé dans le placard avec le reste des documents que je gardais. À ma séance suivante, ma thérapeute a lu la lettre et a semblé plus en colère que je ne l'avais jamais vue. Elle n'a pas haussé la voix, n'a pas juré, s'est juste reculée dans son fauteuil et a dit: cela va au-delà du dysfonctionnement. C'est du sadisme déguisé en tradition. Elle a demandé si je voulais aller de l'avant avec la documentation du traumatisme au cas où nous aurions besoin de poursuivre des options juridiques plus approfondies plus tard. J'ai dit oui. Elle a imprimé des formulaires pour aider avec les journaux de mémoire. Le même jour, en sortant de son bureau, j'ai vu mon mari debout au coin éloigné du parking. Il ne se cachait pas. Il se tenait près de ma voiture, bras croisés, les yeux rouges. Dès que j'ai déverrouillé la porte, il a marché vers moi, pleurant, les mains tendues comme s'il s'attendait à un câlin ou à un effondrement. Je lui ai dit qu'il violait les limites légales et que j'informais mon avocat immédiatement. Il n'a pas discuté, m'a juste fixé pendant quelques secondes, puis est monté dans sa voiture et est parti. Mon avocat lui a envoyé un dernier avertissement par les voies officielles le soir même. Cette fois, cela incluait un ultimatum clair: soit il signait les papiers du divorce dans les 30 jours, soit je déposais le dossier et allais de l'avant sans son consentement. Il ne serait notifié que par les voies légales. Toute tentative de rencontre, d'appel ou d'écriture à nouveau serait traitée comme du harcèlement. Il n'a pas signé. Au lieu de cela, il a répondu par une contre-offre via son avocat. Il signerait seulement si j'acceptais de le rencontrer une dernière fois seul. Pas d'avocat, pas d'enregistrement, juste nous deux. Son avocat prétendait qu'il avait un contexte émotionnel important à donner avant de pouvoir tourner la page. J'ai dit non. J'ai envoyé ma réponse par mon avocat. Il n'a jamais été question de tourner la page émotionnellement. Il a toujours été question de contrôle. Il n'y aurait plus de réunions personnelles, plus de conversations en dehors des limites légales. Il avait fait ses choix. Ce week-end-là, son frère a laissé un message vocal sur le téléphone d'un ami et lui a demandé de le faire passer. Il a fini par m'être transféré. Dedans, il me traitait de vindicative, disait que je ruinais le nom de leur famille, disait que j'avais transformé quelque chose de symbolique et beau en quelque chose d'amer et embarrassant. J'ai envoyé le message vocal à mon avocat, et il l'a fait transcrire et dater pour les dossiers. Après ça, j'ai tout mis à jour, changé tous mes mots de passe à nouveau, acheté un nouveau système de sécurité, installé une caméra extérieure face à l'allée, et une sonnette intelligente avec audio bidirectionnel et stockage cloud. J'ai aussi appelé la gestion de mon immeuble et demandé qu'ils refusent l'accès à quiconque prétendant être mon conjoint ou ma belle-famille à moins d'une approbation écrite préalable. Puis je suis allé au bureau de mon avocat et j'ai signé le dossier final de divorce. Il a été soumis le lendemain. Il ne l'a pas appris par moi. Il l'a appris par notification du tribunal, tout comme il le voulait. Pas de contact personnel, tout légal, tout propre. Et pourtant, le silence qui a suivi ne ressemblait pas à la paix. Il ressemblait juste à la partie où on attend de voir ce qui vient ensuite. L'email de mon avocat est arrivé tôt le lundi matin. L'équipe juridique de sa famille avait déposé une réponse à la plainte pour détresse émotionnelle. Leur défense, que toute la séquence des événements était un test relationnel structuré,
une forme d'évaluation psychologique immersive. Il prétendait que cela n'avait jamais eu pour but de nuire, seulement d'approfondir la compréhension émotionnelle. Un avocat a même appelé cela une dynamique relationnelle immersive, un terme qui a fait hausser un sourcil au juge. En milieu de semaine, j'ai commencé à entendre les effets dans la vraie vie. Deux connaissances communes, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, ont commencé à répéter des phrases étranges. Ils essayaient juste de tester l'amour. C'était non conventionnel, mais pas malveillant. Ils n'avaient pas entendu cela de moi. Sa famille contrôlait clairement le récit, le cadrant comme un essai romantique expérimental que j'avais simplement mal compris. Puis les notes ont commencé. Elles apparaissaient dans ma boîte aux lettres, jamais signées, toujours pliées soigneusement, écrites à l'encre bleue. La première disait juste « Tu as prouvé ton point ». Une autre est arrivée 2 jours plus tard, « Maintenant, montrons-leur que tu es la femme supérieure ». L'écriture semblait familière. Je l'ai comparée à la lettre que son frère avait remise en main propre des semaines plus tôt. Mon avocat a fait de même. Il croyait que c'était une correspondance. Nous l'avons ajouté au dossier de preuve. Cette même semaine, mon propriétaire m'a contacté. Quelqu'un avait appelé le bureau de gestion immobilière posant des questions détaillées sur mon bail, la durée du séjour, les dates de renouvellement, les adresses de transfert. Il prétendait être de ma famille. La gérante n'a rien partagé, mais elle a noté l'incident. J'ai déposé un rapport. Mon avocat a ajouté l'usurpation d'identité à la liste croissante. Nous avons commencé à construire une chronologie formelle non seulement de la maltraitance émotionnelle, mais de l'usurpation d'identité, de l'atteinte à la vie privée, de la manipulation et de la tromperie coordonnée. Elle incluait des captures d'écran, des clips audio, des documents, et maintenant des images de surveillance. Chaque moment, chaque note, chaque coup à ma porte, tout allait dans le dossier. L'audio de lui admettant le plan sur mon pas de porte, les lettres avec un langage étrange sur les phases de transition, l'invitation à la fête, tout a été soumis à un juge civil avec la demande d'ordonnance restrictive. Nous avons demandé de restreindre le contact de lui, de sa mère et de son père. Le tribunal a accepté. Une audience a été fixée pour 3 semaines plus tard. Mon avocat a dit que nous plaiderions le traumatisme psychologique, l'intention malveillante et les dommages à long terme. Le juge déciderait si une ordonnance restrictive permanente et des dommages-intérêts étaient appropriés. Quelques jours après que la date du tribunal a été fixée, son avocat a pris contact. Il voulait retirer toute l'émotion et tout terminer à une condition, je devais accepter une réunion de clôture privée avec lui seul. Pas d'avocat, pas de tribunal, juste lui et moi. Je n'ai pas répondu. Mon avocat l'a fait. Nous avons refusé. Ce week-end-là, j'ai commencé à chercher des logements dans une ville différente. Je n'ai dit à personne où, j'ai juste marqué des annonces et contacté des agents en privé. Une fois l'affaire terminée, je ne comptais pas rester ici. Trop de rappels, trop de gens qui pensaient que c'était une sorte de romance. En faisant mes cartons, j'ai trouvé une boîte que je n'avais pas vue depuis des années, enfouie sous de vieux linges dans un bac de rangement que je n'avais pas ouvert depuis avant notre mariage. À l'intérieur se trouvait une boîte à chaussures remplie de vieux carnets. Pas des journaux des scripts. L'un avait son écriture sur chaque page, scénario de dialogue, arbre de résultats, organigramme, titre comme si elle menace de partir, variante de réponse, si elle dépose une plainte légale. Cela se lisait plus comme un manuel de jeu que comme un journal. Sur une page, il avait écrit « Si elle ne s'effondre pas émotionnellement, nous essayons le niveau suivant ». Il y avait de multiples plans sur comment aborder le deuil, comment simuler la panique, combien de temps attendre entre les faux appels. Tout était cartographié, chronologie, réaction, probabilité. Une note disait simplement « Fin de partie, contrôle ou réinvention ». J'ai apporté la boîte en thérapie. Ma thérapeute a lu les 2 premiers carnets et n'a pas parlé pendant plusieurs minutes. Puis elle a dit qu'elle pourrait avoir besoin de témoigner. Elle documentait déjà la progression du traumatisme, mais ceci était autre chose. La preuve de l'intention. Le jour avant l'audience, sa mère a tenté un dernier coup. Par le biais de son équipe juridique, elle a soumis une demande demandant qu'une déclaration d'unité familiale soit lue à voix haute au tribunal. Elle prétendait que c'était une tradition, un rite de passage, que leur famille clôturait toujours les conflits internes par une dernière réflexion. J'ai donné la réponse à mon avocat, non. Pas de déclaration personnelle, pas de drame, pas de cérémonie. Ils avaient eu leur chance de parler. Maintenant,
c'est à moi de parler par la loi. Le tribunal était calme quand je suis arrivé. Contrôle de sécurité, détecteur de métaux, paperasse des étapes de routine qui ne semblaient pas du tout routinières. Je suis entré dans la salle d'audience assignée et je les ai repérés immédiatement. Ses parents étaient déjà assis. Sa mère était assise droite, les mains jointes, l'expression illisible. Son père regardait droit devant. Aucun d'eux ne m'a regardé. Leur avocat était assis à côté d'eux, feuilletant un épais dossier de documents. L'audience a commencé pile à l'heure. Le juge a demandé aux deux parties si elles étaient prêtes. Son équipe a répondu en premier et a ouvert avec ce qu'ils appelaient un témoignage de contexte. Ils ont amené une psychologue agréée. Elle s'est présentée, puis a commencé à décrire la fausse mort et l'acte de disparition comme une expérience de confiance structurée. Elle prétendait que l'intention n'était jamais de nuire mais de faire grandir. Elle a utilisé des phrases comme l'exposition contrôlée à l'instabilité émotionnelle et l'évaluation comportementale sous contrainte artificielle. Puis est venu le contre-interrogatoire. Mon avocat a posé une question, qui vous a payé pour votre temps et votre rapport? Elle a dit qu'elle était sous contrat via un cabinet de conseil privé. Lorsqu'on lui a demandé lequel, elle a donné le nom d'une entreprise appartenant à la mère de mon mari. La salle a changé d'atmosphère. Le juge a levé la tête. Son avocat a demandé une suspension. Elle a été refusée. Mon avocat a joué l'enregistrement audio, ensuite celui de la caméra de sécurité à ma porte. Le moment où mon mari a confirmé de sa propre voix que toute la mort avait été planifiée. Pas d'émotion, pas d'hésitation, juste un aveu d'un ton plat. Le juge a demandé à l'entendre à nouveau, puis une fois de plus. Après ça, nous avons soumis les carnets. J'ai porté une boîte à chaussures au bureau du greffier moi-même. À l'intérieur se trouvaient les pages qu'il avait écrites, plans de scénario, dialogues répétés, diagrammes, même des ventilations chronométrées des réactions possibles. Un document était intitulé « Si elle ne craque pas ». Un autre, option d'escalade phase 2. Le juge n'a rien dit, a juste feuilleté quelques pages, puis a passé la boîte à un greffier pour numérisation. Son témoignage a suivi. Il s'est avancé dans un costume ajusté, cheveux tirés en arrière, et a commencé par une déclaration calme et claire. Il a dit que tout le test avait été conçu à partir d'un sentiment d'amour, que sa famille avait toujours été protectrice, qu'il voulait être absolument sûr que j'étais la bonne personne avec qui construire un héritage. Il l'a décrit comme calculé mais nécessaire. À mi-chemin de son deuxième paragraphe, le juge l'a coupé. Il lui a demandé clairement, « Comprenez-vous les dommages émotionnels que vous avez causés en prétendant être mort ?» Il a cligné des yeux, fait une pause, puis a recommencé à parler. Le juge a levé la main et lui a ordonné d'arrêter de parler. Sa mère s'est levée ensuite. Elle a défendu leur choix, a dit que leur culture familiale avait toujours inclus des tests de caractère, que personne dans leur famille ne s'était jamais marié sans être passé au crible de l'adversité. Elle l'a présenté comme une tradition, un rite de passage. Le juge s'est penché en avant et a appelé cela ce que c'était, un schéma de coercition déguisé en construction d'héritage. Il a dit que le tribunal n'était pas là pour protéger les mythes familiaux qui fonctionnent comme de la manipulation émotionnelle. Il a accordé l'ordonnance restrictive. 6 mois, aucun contact de lui ou de sa mère ou de son père. Tout message devrait passer uniquement par un conseiller juridique. Puis est venu le jugement de divorce. Le juge l'a finalisé immédiatement. Le mariage a été dissous pour motif de piégeage émotionnel et de tromperie. Une clause a été ajoutée au jugement, aucun contact futur de sa part à des fins de réconciliation. S'il tentait de prendre contact, cela compterait comme une violation de l'ordonnance. Alors que les papiers étaient en train d'être signés, j'ai vu son visage changer. Il a regardé vers moi pour la première fois depuis son entrée dans la pièce, la mâchoire tendue. Il a ouvert la bouche pour parler. Son avocat a posé une main sur son bras. Il s'est arrêté. Je suis parti sans regarder en arrière. Il pleuvait quand je suis sorti. Pas fort, juste assez pour tremper vos cheveux et couler dans votre dos. Je n'ai pas bougé au début, je suis juste resté dedans. Cela semblait réel, ancré, calme. Mon avocat m'a retrouvé en bas, m'a félicité à voix basse. Il a dit que c'était l'un des cas les plus troublants de manipulation psychologique qu'il ait jamais traité. Il a dit, la plupart des gens craquent. La plupart des gens cèdent sous la pression avant même que cela n'atteigne un tribunal. Il m'a dit que j'avais tout fait correctement. Cette nuit-là, j'ai rempli un dernier formulaire.
C'était le transfert de propriété pour notre ancienne propriété commune. Je l'ai posté avec confirmation de livraison. Pas de cérémonie, pas de délai. C'était fini légalement, émotionnellement, psychologiquement. Il n'y avait plus rien à répondre, plus rien à prouver. Cela fait 1 an. Je vis dans un état différent maintenant. Nouvel appartement, nouveau travail, aucun lien avec quiconque connecté à lui ou à sa famille. Je n'ai jamais donné d'adresse de réexpédition. Je n'ai pas dit aux amis communs où j'allais. J'ai chargé ma voiture, conduit 12 heures, et recommencé dans une ville où personne ne connaît mon nom de famille. Cette dernière partie change aussi. Les papiers sont déposés. J'abandonne légalement le nom que je partageais avec lui, quelque chose que j'ai gardé plus longtemps que je n'aurais dû. Pas parce que je voulais le lien, mais parce que je ne voulais pas gérer les formulaires. Maintenant, je veux la rupture nette, la réinitialisation complète. L'affaire judiciaire s'est terminée il y a des mois, l'ordonnance restrictive a tenu. Le terme du divorce est resté. Sa famille a essayé une dernière fois de faire appel de la permanence de l'ordonnance restrictive, mais le juge l'a refusé sans audience. Les documents ont été envoyés à mon avocat avec une seule ligne, aucun commentaire supplémentaire autorisé de la part des parties impliquées. La thérapie a continué, mais le ton des séances a changé. Il y a quelques semaines, j'ai dit à ma thérapeute quelque chose que je n'avais pas dit à voix haute auparavant, que pendant des mois, même après l'audience au tribunal, je me surprenais encore à m'attendre à ce qu'il franchisse la porte. Comme si tout cela n'avait été qu'une mise en scène plus longue, comme si le rebondissement final n'était pas encore tombé. Ce sentiment a disparu maintenant. Il s'est arrêté quelque part autour du déménagement. J'ai encore des flashbacks, rien de dramatique, juste des moments vifs. Une sirène ou un panneau d'hôpital ou un appel manqué d'un numéro inconnu. Le cerveau remplit les vieux blancs, mais les images n'ont plus de pouvoir. Elles vont et viennent comme des échos dans une pièce vide. Le mois dernier, j'ai fait un voyage d'un week-end seul, un parc national à 3 heures de là. J'ai fait de la randonnée, campé, suis resté loin de mon téléphone. Une nuit, un randonneur d'un autre site a demandé à partager du bois de chauffage. Nous nous sommes assis en silence, avons surtout parlé d'équipements, de sentiers locaux, de météo. Rien de profond, rien de forcé. Cela m'a rappelé que la connexion humaine ne vient pas toujours avec des conditions ou des tests ou des jeux secrets. J'ai écrit une lettre le jour de mon retour, pas pour l'envoyer, juste pour écrire. Elle disait, « Tu as brisé quelque chose en moi, mais tu m'as aussi libéré d'avoir jamais besoin de ton approbation à nouveau. » Je l'ai pliée en 2 et placée dans le tiroir du bas de mon bureau. C'est là qu'elle restera. Mon avocat m'a recontacté récemment. Le tribunal a finalisé une décision sur la restitution financière. Puisqu'une partie de nos biens matrimoniaux avait été tenue sous le contrôle de sa famille pendant le test, le juge a ordonné le remboursement partiel des frais juridiques et de thérapie. Une liquidation forcée de l'un de leurs comptes secondaires a couvert le total. Le chèque a été encaissé il y a 2 semaines. La maison que nous partagions, ce qui était notre domicile conjugal, n'est plus là. Vendue à un jeune couple attendant leur premier enfant. Ils ont envoyé une note de remerciement pour avoir laissé quelques appareils électroménagers. Je n'ai pas répondu. Les regarder prendre les clés n'a rien déclenché. Je ne me suis senti ni triste, ni en colère, ni soulagé. Juste fini. Je suis retourné en ville une fois pour les derniers papiers. En marchant près du bâtiment du comté, je l'ai vu de l'autre côté de la rue. Il entrait dans un café avec quelqu'un d'autre. Je me suis tourné et j'ai marché dans l'autre direction. Pas de pause, pas de tension, juste du mouvement. Je n'avais pas besoin de savoir avec qui il était ou pourquoi il était là. Cette partie de ma vie ne m'appartient plus. Quelques jours plus tard, son avocat a envoyé une dernière lettre. Message simple, il espère que vous guérissez. Mon avocat a demandé si je voulais répondre. J'ai dit non. À la marque d'1 an, le même jour où j'ai reçu l'appel disant qu'il était mort, je suis allé faire de la randonnée. J'ai atteint le sommet juste avant le coucher du soleil. Personne d'autre n'était là. Au sommet, j'ai sorti un morceau de papier plié de la poche de mon manteau. J'ai écrit une phrase dessus, j'ai survécu à ça. Je l'ai glissé dans une fissure de l'écorce d'un vieux pin. Puis j'ai allumé une bougie que j'avais apportée dans mon sac. Pas pour lui. Pour la version de moi qui avait survécu assez longtemps pour atteindre ce point. J'ai regardé la flamme pendant quelques minutes, puis je l'ai soufflée et je me suis levé. Au sommet de cette crête, avec le vent sur mon visage et personne autour,
il n'y avait plus rien à comprendre. Pas de colère, pas de peur, pas de questions attendant d'être répondues, pas de test à passer. Juste le calme. Et pour la première fois depuis longtemps, le calme suffisait.